Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez un nouvel épisode de Monde à peu près diffusé par Artemus pour que l'information devienne connaissance. Les intervenants du podcast aujourd'hui sont Lamine et Nicolas. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Artemus, ce sont des podcasts du Monde à peu près. Artemus, c'est aussi des chroniques que nous diffusons sur des sujets variés. Nous organisons aussi des conférences qui permettent aux participants de se rencontrer avec des gens de même intérêt et échanger de vive voix avec nos conférenciers. C'est sur notre site web artemus.info que vous trouverez de plus amples informations concernant nos activités et tous nos enregistrements. Nous vous invitons d'y faire un tour et surtout inscrivez-vous à notre newsletter d'informations sur nos activités prochaines. Nous sommes d'ailleurs présents sur les différents réseaux et plateformes habituelles, YouTube, Odyssée, Facebook, X et Telegram. Merci d'avance pour votre soutien que vous pouvez exprimer avec des likes, des partages et des commentaires. Et notre invité du jour, Monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette discussion aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Vous avez un parcours, je dirais, consciemment très actif depuis un très jeune âge que vous expliquez en détail sur votre site internet www.jeanjacquescrèvecoeur.com et que je ne pourrais pas aussi bien présenter par manque de temps. Mais pour tenter de résumer, vous êtes formateur, consultant, conférencier, puis vidéaste, auteur, scénariste et défenseur des droits et des libertés des peuples. Vous êtes très actif sur les réseaux. Vous participez aussi dans l'émission Libérer l'info, que nos auditeurs connaissent sans doute. Mais pour revenir sur votre parcours, vous étiez depuis certainement vos 15 ans, peut-être même avant, poussé par une recherche de sens de la vie, par une quête de développement en vue de devenir un être réalisé, comme vous le dites. Et en même temps, guidé par une volonté de transmettre à d'autres, au plus grand nombre, tout ce que vous avez compris. Aujourd'hui, en regardant en arrière sur tout votre parcours, comment voyez-vous? Est-ce que c'est toujours le même enthousiasme qui vous porte? Est-ce que votre message a évolué? Bref, comment vous vous sentez-vous aujourd'hui? Alors, merci pour ce petit résumé. Effectivement, c'est un petit peu difficile de résumer en quelques mots mon parcours. Alors, quand vous dites ça fait 15 ans, en fait, non, il faut rectifier ça parce que je dirais que ça fait 40 ans. Elle a dit depuis l'âge de 15 ans, en fait. Ah, depuis l'âge de 15 ans, oui. D'accord. Ok, parce que je croyais depuis 15 ans. Non, Non. c'est effectivement ma première, je dirais, mon premier réveil de quête de sens, c'était à l'âge de 15 ans, au moment où j'ai lu La Divine Comédie de Dante, où j'ai eu vraiment, je suis tombé en amour, comme on dit au Québec, avec la démarche philosophique. Et d'ailleurs, après avoir fait des études en physique, j'ai refait des études en philosophie parce que cette question du sens de la vie et qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et si vous me demandez quel est le regard que je pose en arrière sur ma vie et est-ce que je suis toujours dans le même enthousiasme, la réponse c'est oui, je suis toujours dans le même enthousiasme. J'ai 63 ans, alors ceux qui me... Bon, ici on est dans un podcast donc on ne me voit pas, mais ceux qui me connaissent me disent toujours on a l'impression que tu as 50 ans, quelque chose comme ça. Mais Ça doit être la coupe de cheveux qui fait ça, non? Je ne sais pas si c'est la coupe de cheveux, mais en tout cas, je peux vous dire, j'étais en vacances fin juillet, début août, et dans le sud-ouest de la France. Donc, je me suis déplacé du Canada pour aller prendre des vacances et aller retrouver un ami qui est prof de tennis. Et j'ai fait à peu près 3 heures de tennis tous les jours. Et il me regardait et il me disait mais tu cours encore sur toutes les balles et tu as 63 ans, je ne peux pas le croire. Voilà. Mais tout ça pour dire que oui, l'enthousiasme, il est toujours là parce que j'ai ce privilège de gagner ma vie en exerçant ma passion. C'est Stendhal qui disait la vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Et pour moi, à 28 ans, lorsque j'ai compris que ma mission de vie, ce qu'on pourrait appeler mon axe de vie, ma raison d'être sur Terre,
c'est d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les consciences pour inviter les personnes à vivre une vie plus autonome, plus consciente, plus responsable. Et je dirais qu'aujourd'hui, si vous me demandez c'est quoi votre mission de vie, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire les modalités ont évolué, ont changé au fil des années. J'ai quand même 35 ans de carrière en tant que formateur, mais c'est exactement la même motivation que lorsque j'avais 28 ans, c'est-à-dire ouvrir les cœurs et les consciences pour promouvoir l'autonomie. Alors on ne donne pas l'autonomie aux gens, mais on donne les outils aux gens pour qu'ils conquièrent leur autonomie. Enfin voilà, c'est ça ma réalité. Et vous parlez de réalisation pour les gens que vous côtoyez. J'imagine que vous, maintenant, vous vous considérez comme réalisé. Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, parce vous que n'êtes pas réalisé encore. Non, quand même un peu, une partie. Quand même. Oui, mais je dirais, c'est un processus qui n'en finit jamais, quoi. C'est comme un idéal. Un idéal, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. C'est comme un horizon. L'horizon, au fur et à mesure qu'on se rapproche, il s'éloigne de plus en plus. Je dirais que je suis un étudiant éternel aussi parce que je suis passionné d'essayer de comprendre. Un des personnages qui a été déterminant dans mon parcours intellectuel, c'est au moment où je faisais mon doctorat en physique quantique à l'université de Namur. Donc j'avais fait mes études en physique, j'avais donc l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise en physique. J'ai obtenu le prix du meilleur mémoire de physique en Belgique et j'ai reçu aussi une bourse de doctorat pour faire un doctorat en 3 ans. Non, parce qu'on a juste rappelé que malgré le fait que vous êtes au Canada depuis très longtemps, vous êtes belge à la base. Oui, je suis belge, effectivement, et j'ai la double nationalité maintenant. J'ai émigré en 2004 au Canada, donc ça fait exactement 20 ans. Mais alors que j'étais en train de faire ma première année de doctorat en physique quantique théorique, un de mes amis qui faisait son doctorat en sociologie m'a dit « Jean-Jacques, mercredi prochain, on va à Louvain-la-Neuve ensemble pour aller écouter Edgar Morin. » Moi, je n'avais jamais entendu parler d'Edgar Morin, je ne savais pas qui c'était. Et il m'a dit « Fais-moi confiance, viens avec moi. » Et en fait, Edgar Morin, le mercredi suivant, recevait le prix Francky. Alors pour ceux qui ne sont pas belges, et même les Belges ne savent pas nécessairement ce que c'est le prix Francky. Le prix Francky, c'est un petit prix Nobel belge. Et chaque année, une personne du monde scientifique ou de la recherche reçoit le prix Francky. Et en échange de quoi, ces personnes doivent donner 15 heures de cours de 4e cycle. C'est-à-dire, normalement, c'est réservé aux doctorants et à ceux qui ont fait un doctorat. Et donc, Edgar Morin, cette année-là, avait reçu le prix Francky pour l'ensemble de son œuvre. Il était en train d'écrire son œuvre majeure qui est La méthode. Pendant que j'écoutais Edgar Morin présenter sa vision de la pensée complexe et d'une vision pluridisciplinaire et transdisciplinaire, moi, j'ai eu vraiment une révélation. J'ai eu une révélation à l'âge de 15 ans en lisant la Divine Comédie de Dante, mais j'ai eu une nouvelle révélation quand j'ai entendu Edgar Morin dire, en fait, si on veut comprendre le réel, il faut avoir une démarche transdisciplinaire, c'est-à-dire de regarder de plein de points de vue différents. Et c'est là que 15 jours plus tard, je donnais ma démission de mon doctorat pour refaire de la philo, mais après j'ai étudié la psychanalyse structurale, j'ai étudié plusieurs approches de médecine alternative, j'ai étudié l'astrologie, et je n'arrête pas d'étudier. Donc je suis un étudiant éternel, et pour répondre à la question, est-ce que je me sens réalisé, c'est que plus je lis, et plus j'expérimente, parce que ce que je lis, j'essaie de l'expérimenter dans ma vie pour vérifier si ça fonctionne ou pas, mais plus je me rends compte de l'étendue de mon ignorance. Ce qui fait que, oui, j'évolue, je dirais, je suis beaucoup plus conscient de qui je suis et de ce que je suis qu'il y a 40 ans. Mais en même temps, je suis de plus en plus conscient aussi de tout le chemin qui me resterait à faire pour prétendre un jour être un être réalisé. Donc, à mon avis, c'est pas pour demain, quoi. Donc la réalisation de soi est une forme d'utopie, quelque part. C'est un processus. Moi, je dirais que c'est plutôt un processus. À mes étudiants, je donne toujours l'image du vélo.
Et je leur dis, parce que ça c'est une image qui m'a été donnée dans ma première année d'études en physique, où notre professeur de physique mécanique nous disait, nous parlait du vélo justement. Et il expliquait finalement qu'un vélo, c'est quelque chose qui tombe de façon permanente. Parce qu'effectivement, prenez un vélo, vous le posez, s'il n'y a pas de pied, le vélo va tomber. Et il dit, en fait, c'est pour ça que les roues sont rondes, c'est parce que le vélo, il tombe vers l'avant et il tombe aussi vers le côté. Et tant que vous pédalez, vous ne faites que retarder le moment de la chute. Moi, je trouve ça extraordinaire comme vision des choses. Pédaler, c'est retarder le moment de la chute. Et pour moi, un être humain, c'est un être qui est condamné, entre guillemets, à pédaler de façon permanente pour continuer à être en vie, tout simplement. Donc le pire, c'est qu'il y a des gens à 20 ans ou à 25 ans qui ont arrêté de pédaler, c'est-à-dire qu'ils se sont enfermés dans des certitudes, ils se sont enfermés dans des idées toutes faites, et ils sont morts. C'est-à-dire ils sont encore vivants, mais ils sont morts. Et moi, j'espère que jusqu'au bout, je serai quelqu'un qui a envie de continuer à apprendre, qui a envie de continuer à améliorer ma façon d'être dans le monde, ma façon d'aimer, ma façon d'être en relation avec moi-même, avec les autres et avec le monde. Pour moi, c'est ça la réalisation. J'ai une question, je ne sais pas si vous connaissez le physicien et maintenant métaphysicien Wolfgang Smith, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Il a à peu près le même parcours que vous, c'est-à-dire que lui, à partir de ses 15 ans, il s'est dit qu'il il a commencé à penser et il voulait savoir quel était le sens de la vie. Il s'est dit que la meilleure discipline pour l'apprendre, c'était à l'époque la physique. C'est pour ça qu'il s'est inscrit dans une école pour commencer un parcours de physicien. Et très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas assez. Ça ne lui plaisait pas, c'était trop abstrait et que ça ne répondait pas à ce qu'il cherchait. Donc il s'est tourné vers la philosophie. Il s'est inscrit à un cours de philosophie. Et dans ce cours de philosophie, donc, l'étymologie, c'est l'amour de la sagesse. Il s'est rendu compte qu'il n'avait ni sagesse ni amour. Donc, il a complètement arrêté et il a même été pendant un moment. Je ne vais pas raconter toute sa vie, je vous intéresserai, je vous donnerai les références pour que vous puissiez regarder. Mais du coup, est-ce que vous avez eu le même parcours? Pourquoi être entré dans la physique? C'était aussi pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit c'est pas assez? Comme l'a fait Wolfgang Schmidt ou pas du tout? Ah mais oui, mais complètement. Alors, ma motivation de faire des études de physique à l'époque, c'était une motivation très, je dirais, très pragmatique. Il faut savoir qu'à l'âge de 18 ans, j'étais quand même quelqu'un qui avait beaucoup de peur de manquer. Ça m'a été transmis, je dirais, par entre autres mes parents. Mon père est né en 1940, ma mère en 42, ce qui fait qu'ils ont vécu leur tendre enfance pendant les années de guerre, évidemment, et donc surtout mon père a toujours vécu dans la peur de manquer, même si finalement il avait une aisance matérielle relativement importante, mais il a toujours eu, jusqu'à son lit de mort, il a toujours eu peur de manquer. Et donc, à moi, à 18 ans, je m'étais dit, il faut que je ne manque de rien. Et je m'étais dit, alors je vais faire des études en physique. Et j'avais même choisi à l'époque de faire de la physique nucléaire parce que je savais que la Belgique était un des pays les plus nucléarisés du monde par million d'habitants. Le nombre de centrales nucléaires par million d'habitants était le plus élevé au monde, c'était en Belgique. Bon. Depuis que j'ai eu des cours de physique nucléaire, j'ai dit non, jamais je n'entrerai dans l'industrie nucléaire. Et donc, je me suis tourné vers la physique quantique. Mais ce qui est intéressant dans la physique quantique, quand on la comprend de l'intérieur, c'est que, en tant que physicien quantique, on est absolument incapable de répondre à la question élémentaire, qu'est-ce que le réel ? C'est impossible de répondre. Il n'y a aucun physicien quantique au monde qui est capable de répondre aujourd'hui qu'est-ce que la nature du réel. Au niveau de l'essence de la réalité, on ne le sait pas. Personne ne le sait. Et donc ça, ce sont des questions d'ordre métaphysique. Alors, oui, étymologiquement, métaphysique, c'est au-delà de la nature. Donc du coup, naturellement, il y a beaucoup de physiciens quantiques qui se tournent vers la philosophie. Hop, j'ai accroché mon micro, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de physiciens se tournent vers la philosophie pour justement aller vers la métaphysique. Et c'est pas là non plus qu'on trouve la réponse, évidemment. Non, c'est comme vous le disiez plus tôt, c'est un parcours qui dure éternellement. Enfin, oui. Je dirais même éternellement. Moi. Oui. Donc, oui, peut-être même toute une vie n'a pas
assez pour réaliser, cet être réalisé. Probablement que ça dure même après notre mort, où faudrait- on évolue encore faudra dans quelques d'autres vies dimensions. encore pour y Oui, arriver, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. C'est ce que moi je fais vraiment une dichotomie entre vie et mort. En fait, c'est pas l'inverse pour moi là. Mhm. C'est la naissance l'inverse de la mort. Parce que pour moi la vie continue. Voilà, mais ça c'est parce que C'est ça. j'ai une vision spirituelle des choses. C'est bien. Ah, t'as bravo. vu? Moi aussi. Mais dans ce côté multidiscipline et tout, est-ce qu'il n'y a pas un moment, parce que quand on regarde votre parcours, vous êtes parti dans des choses, vous avez fait des déclarations sur des multiples sujets, sur des trucs qui ont fait qu'à un moment, comme dirait Conspiracy Watch, vous êtes une des figures de la complosphère. Oui. Quel beau titre. Vous n'avez pas eu peur d'un télescopage? Au moment, il y a peut-être des gens qui vous suivent sur quelque chose, mais qui vous suivent plus sur autre chose. Parce que c'est assez difficile pour beaucoup de gens, on a vu, de comprendre que tout s'articule et que tout ça est un ensemble, Mhm. qu'il faut avoir un maximum d'angles. Et il n'y a pas quelque chose aussi de peut-être de handicapant là-dedans, du fait qu'il y a des gens qui vont plus suivre du tout parce que c'est trop d'informations sur trop de sujets différents qui paraissent très éloignés. Et vous êtes parti loin des fois, Mhm. sur des choses Oui. assez spectaculaires quand on regarde votre parcours et tout. Je sais pas, vous n'avez pas eu peur de ça ou ça vous inquiète pas de ce côté vraiment trop différent, trop différencié des sujets, des éléments? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, je me suis exprimé sur beaucoup de sujets différents, puisque je me suis exprimé sur la cancérologie. J'ai étudié quand même de façon approfondie les travaux du docteur Hammer, dont j'ai eu connaissance à partir de 1988. Et je suis un des rares encore à oser défendre les travaux de ce médecin allemand qui a osé dire que le cancer pouvait être guéri de façon naturelle, entre guillemets. Je me suis positionné très clairement aussi par rapport à la question de la vaccination, la question de l'ingénierie sociale, etc. Donc effectivement, j'ai traité beaucoup de sujets différents et parfois on pourrait dire, mais est-ce qu'il est spécialiste de ça? En fait, moi je suis spécialiste de rien, je m'en fous. C'est-à-dire, bon, je le dis de façon un peu provocatrice, je dirais que je me targue quand même, concernant par exemple la vaccination, d'en connaître 100 fois plus que la plupart des médecins à qui on demande conseil en matière de vaccination. Parce que dans ma bibliothèque, j'ai 80 bouquins sur la vaccination que j'ai lus, que j'ai étudiés, pour lesquels j'ai pris des notes. Je défie n'importe quel médecin qui nous écoute de venir me confronter sur la question de la vaccination, sur l'utilité, l'efficacité et la non-dangerosité ou l'innocuité de la vaccination. Donc, ça c'est clair. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, très vite, j'ai compris quelque chose au début de ma carrière, c'est que mon seul critère de satisfaction lorsque je donne une information à un public, mon seul critère, c'est est-ce que j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, moi? Est-ce que en termes de qualité, est-ce que en termes de fiabilité, est-ce que en termes de précision, est-ce que je réponds aux critères que je me suis fixés moi-même avant de donner cette conférence? Et ça m'est déjà arrivé de donner des conférences, parce que j'ai donné beaucoup de conférences dans les salles physiques jusqu'en fin 2012. J'ai déjà eu des conférences où j'avais des standing ovations, et moi, je n'étais pas content. Je n'étais pas satisfait parce que je savais que là, j'avais été bien en deçà de ce que j'aurais pu livrer, parce que ce jour-là, j'étais peut-être plus fatigué, j'étais peut-être moins centré, etc. Inversement, il est arrivé que j'ai des réactions molle de la part du public, mais de dire, OK, là j'ai fait un travail qui correspond aux objectifs que je me suis fixés. Et donc, en fait, petit à petit, je me suis complètement détaché du regard que mon public peut avoir de moi. Et aujourd'hui, et d'ailleurs même mes étudiants le savent, je m'en fous. J'ai donné une conférence l'année dernière à la Victoire des Fourmis. J'ai commencé ma conférence parce que beaucoup de gens sont venus pour moi parce que c'était la première fois que je donnais une conférence depuis 11 ans dans une salle physique, puisque j'ai disparu des salles physiques. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, merci, etc. etc. » Et j'ai commencé ma conférence en disant « Mais vous savez, si j'ai fait ce que j'ai fait depuis 2020 pour dénoncer cette arnaque du Covid-19, je l'ai fait pour moi. »
Je l'ai fait parce que je voulais être en accord avec mon âme. Et mon âme me disait que je ne pouvais pas accepter l'idée de regarder un régime totalitaire essayer de se mettre en place sous couvert d'une urgence sanitaire et de ne rien faire de mon côté pour essayer d'éviter cela. Et moi, la seule chose qui m'importe, c'est est-ce que je suis en accord avec mes mobiles profonds? Oui, bon, ben alors j'y vais. Je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, moi je le fais pour ça. Maintenant, est-ce que les gens me suivent? S'ils me suivent, ben, tant mieux. S'ils ne me suivent pas, ben, tant mieux aussi. Je ne tiens pas compte de mon public. Je fais vraiment ce qui me paraît éthiquement le plus juste, le plus aligné, et même si parfois j'aborde des thématiques qui fâchent un certain nombre de personnes. Pour en revenir justement au travail que vous avez fait sur la vaccination, je vous ai entendu dire récemment dans une autre interview que vous reprochiez notamment à le professeur Perron Oui. son paradigme. Alors je comprends tout à fait, hein, mais quand on regarde le parcours d'un professeur Perron, revenir de ce qu'il a fait, ça va être compliqué. Il rentre en dissonance cognitive et c'est très difficile. C'est vrai. À lui faire changer d'avis. Du moins, on peut essayer, on peut en discuter, mais est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Parce que pour le reste, pour moi, il s'est tenu droit. Il a quand même été une voix dissidente ou discordante durant le Covid. Encore aujourd'hui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, est-ce que il faut dire ce monsieur, on ne parle plus avec lui, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué. Et il y a une thématique qui aujourd'hui est folle, c'est qu'il y a une polarisation, même au sein. Moi, j'aime pas appeler ça la résistance, la dissidence. Il y a une polarisation, c'est soit on a un mouton, soit on reste dans le phénomène du mouton, en fait, si vous voulez. Mmh. Qu'il soit blanc ou noir, mais ça change rien, en fait. Et il y a une difficulté pour les gens de penser par eux-mêmes. Et c'est vraiment difficile. Mais on rappelle juste qu'on a reçu le professeur Perron en juillet dernier et qu'on peut retrouver ce podcast sur nos réseaux. Je l'ai écouté d'ailleurs. Je l'ai écouté. Et alors oui, votre question, elle est très 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 importante. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il y a quelques semaines, j'ai accepté un débat contradictoire avec Yves Razir sur la question des réseaux pédocriminels et pédosatanistes. Parce que Yves, c'est un ami de 40 ans. Et là, on s'est vertement engueulé en privé. Parce que bon, ce que vous avez vu en public, c'est rien du tout par rapport aux communications téléphoniques qu'on a eues. Mais j'ai accepté l'invitation de Kéros d'avoir ce débat contradictoire, de la même façon que nous avions invité le professeur Perron dans l'info en question, à l'époque où on faisait l'ancêtre de l'émission Libérer l'info, même si je connaissais d'avance les positions pasteuriennes, je dirais, de Perron. Et je pense qu'effectivement, j'ai peut-être été un peu sévère dans l'interview que j'ai faite dernièrement chez Nicolas Bouvier vis-à-vis du professeur Perron, parce que ce que je remarque, c'est que, effectivement, c'est un des rares qui s'est tenu droit et il a été un des premiers à dénoncer le fait que ce qu'on présentait comme un vaccin anti-Covid n'était pas un vaccin. Il est le premier en francophonie. Bon, il y avait déjà des Américains qui l'avaient fait parce que je suis beaucoup plus d'informations chez les Américains et les anglo-saxons que chez les francophones parce qu'il y a beaucoup plus d'informations libres qui circulent sur les réseaux américains. Mais en francophonie, le premier qui a dit c'est une injection de matériel génétiquement modifié, c'est Perron. D'après ce que je sais, je pense qu'il a été le premier à le dire. Et ce que je remarque aussi, c'est que Perron, petit à petit, est en train d'évoluer même dans sa vision de la vaccination. Il est en train de douter. Et ça, je trouve ça remarquable. C'est remarquablement courageux parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière sur la vaccination et c'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais bon sang, mais est-ce que vraiment le paradigme qu'on m'a enseigné et pour lequel j'ai travaillé en tant que responsable du programme vaccination en France, je crois qu'il a collaboré aussi avec l'OMS à un moment donné, eh bien, est-ce que ce paradigme, finalement, est-ce qu'il tient la route? De la même façon que ce qu'on m'a enseigné en physique quantique pendant des années, je ne l'ai pas remis en question. Et c'est parce que j'ai entendu des gens comme Nassim Haramein, mais aussi des gens comme le biophysicien Fritz Albert Popp, qui est un Allemand, où tout à coup,
je les ai entendus dire des choses qu'on ne m'avait pas enseignées en faculté dans les années 1980. Et c'est là où moi-même j'ai remis en question ma formation de base. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de remettre en question la formation de base pour laquelle on a passé des nuits blanches à se farcir des syllabus entiers de matière pour aller passer ces examens, et puis de se dire, bon sang, mais j'ai passé autant d'heures, autant de jours de ma vie à étudier des choses qui étaient partiellement faux ou qui étaient complètement faux. Donc oui, et je pense que ça va être important maintenant dans les médias alternatifs de recréer des ponts entre les personnes de la dissidence et de la résistance qui n'ont pas nécessairement les mêmes opinions, mais de montrer à la population qu'il est possible de se parler de façon tout à fait courtoise et respectueuse en ayant des positions différentes. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, parce que je me rends compte qu'il y a eu un déferlement de violence au niveau des médias sociaux comme je n'ai jamais connu de ma vie. Absolument. C'est aussi un peu le DNA d'Artemus. On a cette même volonté de créer des ponts, de laisser s'exprimer les différents points de vue. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a des gens qui nous le reprochent. Oui, voilà, on reçoit des mails où on a des informations, on nous dit pourquoi vous recevez telle et telle personne, pourquoi vous n'avez pas dit ça, pourquoi vous laissez parler tel ou tel, mais parce qu'on laisse parler tout le monde. C'est ça. Dans la mesure où c'est argumenté, où c'est courtois, et où il y a un vrai débat, une vraie discussion. Mais normalement, on est censé laisser la parole à tout le monde. Sinon, on fait ce qu'on reproche à l'ennemi, entre guillemets. Et d'autant plus, il y a aussi une part qui est difficile en tant que personne qui reçoivent une personne pour l'interview. On ne peut pas non plus lui rentrer dedans. Je veux dire, on essaie d'être assez courtois. Parce que je ne le ferai pas, par exemple, quand on a reçu M. Perron. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur sa vision de la vaccination. J'essaie de l'amener en lui expliquant, par exemple, le fait qu'on avait parlé du tétanos. Voilà, on avait parlé du tétanos. J'ai dit oui. c'est non immunisant et non contagieux. Donc, à un moment, pourquoi on oblige une vaccination? Oui. Et il a botté en touche. Il est passé à côté de cette question. Mais je veux dire, à un moment donné, j'estime que nos auditeurs sont assez intelligents pour comprendre que le gars, il a un paradigme qu'il faut respecter, même si on n'est pas d'accord. On commence par là. Et que si derrière on le respecte pas, on ne peut pas attendre d'être respecté à son tour par même on va dire la personne lambda et mainstream. C'est-à-dire que moi j'ai aucun problème non plus. J'ai entendu pas mal ça dans les milieux, on va dire résistants. Ouais, mais lui c'est un vacciné, mais qu'est-ce qu'on s'en fout à un moment donné? Oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Peut-être qu'un jour il va le regretter. Peut-être que toi aussi tu as fait une bêtise à un moment dans ta vie. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué toute cette. Il y a une polarisation absolument phénoménale, et notamment sur le sujet de la pédocriminalité. Donc moi j'ai regardé ce débat avec grande attention. Je m'attendais à ce que ça clash un peu plus. Je vous ai trouvé assez bienveillant envers Yves Razir, et j'ai l'impression que vous n'avez pas réussi à répondre à ce que lui disait. En fait, parce que j'estime que vous ne parliez pas sur le même plan. Mm-hmm. Donc lui parlait sur le plan rationnel du journaliste. Oui. Il manque des preuves. D'accord, il y a des témoignages. D'accord, il y en a beaucoup. Mais moi, je veux une scène de crime, je veux une arme, je veux une vidéo. Et c'est ça qu'il attend. Et vous lui dites, vous lui avez dit en substance, je résume. Oui, ok, tu as le droit de croire ce que tu crois, mais tu ne dois pas le dire de cette manière. C'est insultant la manière dont tu parles aux gens, ce qui est correct. Mais j'aurais aimé, parce que on connaît aussi un peu Yves Razir. En précisant qu'Yves Razir, on l'a reçu aussi à ce micro, et que tout comme vous, il défend justement Dr Hammer. Tout à fait. C'est un des seuls qui nous a parlé de ça aussi. Oui. Et voilà, vous ne parliez pas sur le même plan, c'est-à-dire qu'à un moment, il explique même qu'il ne comprend pas que les gens puissent pardonner leur bourreau. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, mais c'est un élément obligatoire pour pouvoir continuer à survivre. Absolument. Sinon, on reste dans une espèce de dépression alcoolique, la drogue. On est obligé de fuir d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où... alors, et je sais que vous avez les capacités intellectuelles de le faire, parce que je vous ai déjà entendu le faire, sur le côté spirituel. C'est éminemment spirituel. Et à un moment, Alexandre en fait part, il dit oui, mais ça a déjà existé, les Mayas, les gens qui font le culte à Baal. Pourquoi ça aurait cessé d'exister? C'est-à-dire qu'il y a toujours une spiritualité. Quand on parle des élites, je ne parle plus de spiritualité, c'est une anti-spiritualité, si vous voulez, mais elle reste là. Et c'est là qu'on peut comprendre la mentalité d'une élite et pourquoi il ferait ça. Parce que s'attaquer à l'enfant, il n'y a rien de plus innocent. C'est presque un ange, un enfant. Donc s'attaquer à ça, c'est vraiment montrer sa toute-puissance et sa volonté de défier Dieu, voilà, de défier le sacré. Et je trouve que ça avait manqué de cette partie-là, parce que là, on ne doit plus rentrer dans des plans, on va dire, factuels. On peut rester dans ce plan factuel, mais il faut aussi comprendre
le plan ontologique, d'où ça vient, et en plus le plan métaphysique. Et ça manquait dans ce débat, et je pense que vous auriez eu la possibilité de l'expliquer à Yves Razir. Oui, alors, moi j'avais décidé, même avant le débat, de prendre une posture où j'avais bien compris que on peut se battre à coups d'arguments et de contre-arguments. Hein. Yves est d'ailleurs venu avec plusieurs bouquins. J'aurais pu venir, mais bon, moi je venais en avion, donc, mais sinon j'ai acheté plein de bouquins sur la pédocriminalité, le pédosatanisme, etc. Bon, mais dans mes bagages, ça faisait quand même un peu lourd. Mais je dirais... de toute façon, le débat aurait été stérile. Lui, il parle d'Elisabeth Loftus. Moi, je peux lui sortir des études qui ont été complètement bâclées pour démontrer finalement ce qu'il voulait démontrer. Et je me disais, mais finalement, est-ce que je peux vivre avec un ami qui est Yves, que je connais depuis 40 ans, on se connaît depuis 40 ans. Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions? Absolument oui. Absolument oui. Pendant pratiquement 20 ans, Yves Razir considérait que ma vision du 11 septembre, des événements du 11 septembre, était une théorie complètement fumiste et qui n'avait pas de preuves, etc. Il lui a fallu 20 ans pour finalement être convaincu, même pas par moi, parce que je n'ai pas cherché à convaincre. En fait, je ne cherche pas à convaincre. C'est peut-être l'erreur que j'avais faite en 2009 lorsque je me suis battu contre l'arnaque de la grippe H1N1, parce que j'étais déjà à cette époque-là au combat. Et là, à cette époque-là, on était très très peu nombreux. Moi, j'étais déjà au Québec à cette époque-là. Et le temps a été quand même très très différent, parce que j'ai été invité sur tous les médias mainstream du Québec. Donc, j'ai fait des émissions de télévision mainstream en direct, donc sans censure possible. J'ai fait la belle époque. Ah oui, c'était la belle époque. J'ai fait les émissions radio avec Radio-Canada et d'autres radios nationales en direct aussi. Bon, et alors on me mettait chaque fois des contradicteurs, mais ce sont des contradicteurs que j'ai démolis en 30 secondes, parce que c'est des médecins qui étaient complètement ignorants. Et ce qui était génial aussi à cette époque-là, c'est que les études scientifiques et la mise au point du vaccin contre le H1N1 étaient tout à fait disponibles pour quelqu'un qui avait un accès aux revues scientifiques. Bon, à l'époque, ma femme, qui était docteur en sciences, avait accès à toutes les revues scientifiques du monde. Donc, on a travaillé ensemble et on a trouvé tout ce dont on avait besoin en quelques jours. Et c'est ça qui m'a permis d'alerter la population en disant « Faites gaffe, parce que l'adjuvant qu'on met dans le vaccin cette fois-ci, c'est du squalène. Et le squalène a provoqué le syndrome de la guerre du Golfe, a rendu malade 250 000 GIs américains après la première guerre du Golfe, etc. » Donc, toutes ces informations, je les avais. Cette fois-ci, en 2020, courait toujours pour avoir la composition des vaccins. On ne les a plus, j'ai plus une seule émission, etc. Bon, je m'égare un peu dans ma réponse, mais je reviens donc à Yves Razir et à ma relation avec lui. Je n'ai jamais été dérangé par le fait qu'on avait une vision différente du 11 septembre pendant 20 ans. Ça ne nous a pas empêché de continuer à nous sentir dans un combat fraternel pour la vérité à propos des vaccins, de la cancérologie, etc. Ce qui m'a heurté, et c'est la seule chose qui m'a heurté, c'est la violence, la virulence, les injures qu'il a mises dans les 4 articles qu'il a sortis, que je trouvais abject. Et là, je suis désolé, mais je suis dans le jugement, mais c'était abject, c'était irrespectueux. Et j'ai pris mon téléphone le jour même, le 15 mai, lorsque j'ai vu son article, j'ai pris mon téléphone, parce que habituellement, c'est ça que je fais. Et ça, c'est aussi mon éthique relationnelle. Dans la dissidence, dans la résistance, lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je prends mon téléphone. Et j'appelle la personne en privé. Et on s'explique.
Il y a eu quelqu'un au Québec qui, à un moment donné, est parti en 2020 dans des explications, mais complètement foireuses, sur le fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter du vaccin, qu'il avait rencontré quelqu'un qui était son client, qui travaille dans le génie génétique, et il l'avait rassuré, etc. Et il disait, mais des conneries monumentales. Je ne l'ai jamais attaqué en public. Je n'attaque pas les gens en public. Ma grand-mère disait, on lave son linge sale en famille. On est d'accord. On le lave pas en public. Et je dirais, moi j'ai appelé Yves en disant, mais Yves, quelle mouche t'as piqué, quoi. T'avais bu le jour où t'as écrit cet article, etc. Quoi. Bon. Et lui, il était sous MK Ultra. Comment ? Il était sous MK Ultra. Ouais, non. Mais et lui a mis du coup notre différend sur la place publique, alors que je ne voulais pas mettre ce truc sur la place publique. Ben, il faut. Après, je suis d'accord avec vous. Hein, il est assez dur dans ses articles, mais il a toujours été un peu comme ça. Yves Razir, il avait fait la même chose et on lui avait d'ailleurs reproché. Enfin, moi, je lui avais reproché la fois où on l'avait reçu. C'était à la mort d'Olivier Soulier. J'avais trouvé ça pas très classe en fait. C'est pas classe du tout. Donc je lui ai dit, voilà, il bottait en touche, je disais oui, mais voilà, j'aurais préféré qu'il le fasse de son vivant en fait. Mais apparemment il l'a fait. Mais s'il l'a fait, c'est très bien. Mais pourquoi étaler ça dans le public ? Bon, enfin voilà. Mais je pense qu'on avait parlé de ça avec lui. Et la véritable erreur qu'il avait faite, je pense, pour en avoir parlé avec lui, c'est qu'il connaissait très bien Olivier Soulier. Ils étaient potes depuis 30 ans. Donc lui, il lui rentrait dedans depuis toujours. Et quand le gars est décédé, il a continué sur cette lignée-là, sans penser que les gens qui lisent les articles ne connaissent pas la relation qu'il avait avec son pote. Et que ça a choqué plein de gens, voilà. Et quand on a parlé de ça avec lui, mais même en privé, il était plutôt là-dessus. C'était peut-être ça l'erreur, en réalité. Mais on peut se rentrer dedans en privé. Bien sûr. Mais ça ne regarde pas les gens, quoi. Quand vous m'avez demandé avant l'interview, est-ce qu'on peut parler de tout ? Je vous ai dit oui, sauf de ma vie privée. Parce que ma vie privée, ça me regarde moi, ça ne regarde pas le public. Donc, vous savez, Olivier Soulier, je le connaissais aussi depuis 30 ans. Je connaissais tous ses travers, mais est-ce que je les ai étalés dans le public ? Jamais. Jamais. Ce n'est pas constructif et je pense que vraiment, il faut qu'on revienne. En fait, on est en train de faire le jeu de l'élite sataniste. Oui, tout à fait. En se divisant. Hein. Déjà, les empereurs romains avaient cette devise, divide ut imperat, diviser afin de régner. Je dirais, 2000 ans plus tard, on est encore là-dedans. C'est les médias mainstream qui ont diabolisé les gens qui avaient un discours différent en les traitant de complotistes, de conspirationnistes, de gourous, d'extrémistes, antisémites d'extrême droite, etc. Et ils ont monté les familles les unes contre les autres. Donc ils ont réussi. Et donc si nous, dans la dissidence, on se tape sur la figure, on est en train de faire le jeu justement de ce qui permet l'instauration d'un État totalitaire. Je crois que ça peut être le message le plus important de tout notre parcours chez Artemis. C'est arrêtons cette... Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est un des problèmes aussi, c'est que l'épisode Covid, finalement, était trop léger. C'est pas très sympa à dire, mais les vieux qui disent qu'il leur faudrait une bonne guerre, c'était un peu ça. Parce que finalement, le Covid, c'était quoi ? C'était un confinement de 3 mois, puis de 2 mois. Puis ça a duré 1 an et demi, 2 ans sur une vie, c'est rien, entre guillemets. Et puis les gens ont suivi. Mais en fait, ils ont envie de retrouver leur confort personnel, ils ont envie de retrouver leur code, leurs acquis qu'ils avaient depuis très longtemps et qu'ils ne veulent pas perdre. Donc ils ont commencé à se remettre dans cette nature humaine qui veut « oui, mais moi, j'ai quand même le droit de... Je veux bien faire ça, mais attendez, c'est à quelle heure ? Est-ce que c'est payé ?» etc., comme on a entendu plusieurs fois. Et puis après, ça crée des dissensions. Et puis l'orgueil, et l'ego revient en avant. Et puis on a des guerres de trucs à l'interne incroyables. Ce qui fait qu'effectivement, comme disait un grand dissident que je ne citerai pas ici, mais qui me l'a dit en privé, l'ennemi peut dormir tranquille. Oui. C'est terrible, et c'est terrible. Après, pour prendre la défense d'Yves Razir, il a été très virulent, mais il s'est pris ce qu'on appelle un shitstorm qui était pas classe non plus à côté. C'est-à-dire que, je veux dire, et il réagit à ça en fait. Il réagit à la manière dont les gens réagissent à ces articles. Et il y a une espèce de... Ça montre une escalade qui est malsaine en fait, qui est complètement malsaine. Bon, alors c'est là où le débat que vous avez eu, ou le face-à-face, Oui, ça adoucit les mœurs, enfin plus ou moins. et ça, c'est avantage.
Et je pense qu'un des derniers commentaires qui était de Bernard Krutzem, qui a été lu à l'écran, était de dire finalement, la leçon de tout ça, c'est Yves Razir peut-être d'être plus respectueux avec les gens avec lesquels il n'est pas d'accord, et Jean-Jacques Reffker d'aller peut-être davantage aller chercher des preuves. Voilà, et c'est très bien. Moi, je suis très content qu'on soit arrivé à cette conclusion-là. Moi, je ne voulais pas la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que même quand on n'est pas d'accord, on peut se respecter, on peut se regarder dans les yeux. On a été manger après ensemble, et voilà, c'est très bien. Vous savez, je n'ai perdu aucun de mes amis parmi ceux qui se sont fait injecter au moment de la crise Covid. Je n'en ai perdu aucun. C'est pas le cas de tout le monde. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. La même chose pour moi. Mais c'est parce que j'ai une attitude depuis très longtemps qui est une attitude de non-jugement. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas des valeurs très ancrées, très affirmées. Et comme je le dis souvent, j'ai beaucoup de convictions, mais je n'ai aucune certitude. Oui. Et pour moi, c'est une grande différence. Mais quand j'ai des convictions, elles sont valables pour moi, mais je suis toujours conscient qu'une conviction n'est pas universelle. Ce n'est pas un savoir universel. Donc c'est pour ça que je n'essaye pas d'imposer aux autres ma vérité. Parce que j'ai pas... c'est un peu drôle de dire j'ai pas de vérité absolue. Si j'ai des convictions très fortes pour lesquelles je suis prêt à me battre, et pour lesquels je suis prêt même à risquer ma vie. J'ai risqué toute ma réputation depuis 4 ans parce que j'ai dénoncé un certain nombre de choses. Et je continuerai à le faire. Mais je ne vais imposer à personne de suivre mes convictions. Et c'est pour ça que mes amis qui me connaissent, ils savent qu'ils sont acceptés par moi parce que je ne vais jamais les juger, parce qu'ils ont fait le choix de se faire injecter pour garder leur boulot ou simplement pour ne pas tomber en faillite. J'ai un de mes très très bons amis qui est formateur aussi en entreprise, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années avant de partir au Québec. Lui, les entreprises françaises lui ont imposé d'être injecté et de se faire des tests PCR toutes les semaines pour pouvoir continuer à animer ses séminaires de formation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait injecter. Ouais. Et il m'a dit, Jean-Jacques, j'ai été pleurer tout seul dans un bois pendant un quart d'heure après m'être fait injecter parce que je savais que c'était de la merde que je m'étais injecté, mais j'avais pas le choix parce que c'était ça ou la faillite. Ok. Et je pleure avec lui quand il me raconte ça. Moi, je suis ému aux larmes à ce moment-là. Mais je ne vais pas lui dire, espèce de con, il y avait d'autres moyens de le faire, tu t'es fait avoir, etc. Non, quoi. Mais si on est dans une attitude de non-jugement et de dire, ok, tu as fait un choix, tu assumes ce choix, très bien. Moi, j'ai fait le choix de ne pas me faire injecter. Et en fait, nous récoltons chacun les conséquences de nos choix. Bien sûr. On appelle ça la loi du karma, mais c'est ça, quoi. Ça amène une autre situation délicate, c'est quand on a expliqué à des gens qu'il ne fallait pas se faire injecter, qu'ils l'ont fait et qui sont maintenant gravement malades. Et on ne va pas aller leur dire, je t'avais bien dit. Tu vois, je t'avais bien dit. Ouais, mais c'est terrible parce qu'à des moments, on se dit, ouais, quand même. Mais on ne va pas lui le dire. Enfin, c'est pas sympa, on ne va pas faire ça non plus. Non. On ne va pas rajouter une couche, mais c'est pas évident. Hein. Après, le jugement, il existe. On a dans l'arrière-pensée un jugement, mais le tout, c'est de le garder pour soi et essayer de comprendre, en fait. Comment on en arrive à juger. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Mais il y a moyen de ne pas avoir de jugement. Moi, je ne suis pas encore à cette étape-là, Ouais. je suis encore trop jeune. Ah oui, mais vous n'êtes pas un être réalisé, c'est pour ça. Non, mais je rigole. Du chemin à faire, jeune Padawan. Oui, c'est ça, jeune Padawan. Non, mais c'est possible, en fait, de suspendre le jugement. De simplement... En fait, j'ai une formule qui est très simple, que j'enseigne aussi à mes étudiants. Je dis, en fait, c'est prendre 100% responsabilité de ma réalité et prendre 0% responsabilité de la réalité de l'autre. C'est-à-dire, quand on est dans le jugement, c'est un peu comme si l'autre, d'une certaine façon, avait trahi mes propres valeurs en agissant différemment de ce que j'aurais fait. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans le jugement. Mais à partir du moment où je suis capable de voir, ok, dans sa réalité,
avec les éléments dont il disposait à ce moment-là, il a fait le choix de se faire injecter. Très bien. Est-ce un bien, est-ce un mal? J'en sais rien. Je ne connais pas la fin de l'histoire. Alors, heureusement, il y avait pas mal de lots d'injection qui étaient des placebos. Donc, il y a des gens qui n'ont absolument eu aucun effet secondaire. Et je me réjouis pour certains de mes amis qui n'ont eu aucun effet secondaire après deux injections. Et puis, il y en a eu d'autres, dont des gens du côté de ma femme qui ont eu des turbocancers et ils sont en train de mourir. Je ne peux qu'avoir de la compassion pour ces gens-là. Mais ce n'est pas du jugement, quoi. Donc, prendre 0% responsabilité de la réalité de l'autre, ça ne veut pas dire être indifférent à la réalité de l'autre. Au contraire, moi, je crois que c'est une phrase de Teilhard de Chardin qui disait, je ne suis pas sûr que c'était Teilhard de Chardin, mais bon, peu importe, je ne sais plus si c'est Martin Luther King ou Teilhard de Chardin, donc je confonds les deux, ce n'est pas du tout les mêmes registres, mais qui disait, je suis un être humain et tout ce qui touche à l'être humain me touche parce que je fais partie de la même humanité. Oui, c'est un peu le concept dans l'islam du vous tuez un être humain, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité en fait. Oui, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai été objecteur de conscience. Comme Yves Razir d'ailleurs, on a fait tous les deux notre service civil parce que pour moi c'était absolument... j'avais 19 ans quand j'ai décidé d'être objecteur de conscience et pour moi c'était absolument intolérable et inconcevable d'imaginer que je puisse être sous les ordres de quelqu'un qui me donne l'ordre de tuer un autre être humain que je ne connais pas en plus, pour des raisons qui concernent les puissants de ce monde, qui eux se connaissent et ne vont jamais s'entretuer. Donc, je suis profondément non-violent, je suis profondément objecteur de conscience, je suis antimilitariste, je suis anti-armes, parce que je me sens solidaire de l'humanité. D'accord, vous avez raison dans le fond, et on ne peut qu'être d'accord avec vous, mais la réalité n'est pas ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même des gens en face qui sont armés. Attends, on ne sait pas ce que c'est que la réalité, attention. Je rappelle qu'on n'a pas de concept. Qu'est-ce que la réalité? Alors, on ne va pas parler de réalité, on va parler de factuel. Ouais, de factuel. Oui. Il y a des gens qui s'arment en face, donc à un moment donné, vous voyez comment se positionner par rapport à ça. Et je sais que vous avez, à plusieurs reprises, pris des exemples comme... la révolution au Portugal, qui a été non violente, je ne me rappelle plus. La révolution des œillets. Merci. Mais des fois, je pense qu'on n'a pas le choix, on doit répondre à une violence en étant nous-mêmes violents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué. Donc, le tout est d'arriver à un équilibre. Oui. Alors, vous avez raison. D'ailleurs, il y a une phrase de Gandhi que j'avais citée et qui avait été reprise par une journaliste québécoise, mais qui avait tronqué ma citation, parce qu'en fait, c'est une phrase de Gandhi qui dit « S'il ne nous reste plus qu'un choix, une alternative entre la lâcheté et la violence, je préconise la violence. » Et je suis complètement d'accord avec ça. Évidemment, du coup, la journaliste qui m'avait pris en grippe a dit vous voyez la preuve que Crève-Cœur n'est pas non-violent, c'est qu'il a dit ça. Mais bon, la phrase en exergue, c'était « Je préconise la violence ». Oui, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que j'ai dit à plusieurs reprises, si un jour, il y a des gens qui veulent m'injecter de force, j'ai ma batte de baseball, puisque au Québec, tout le monde a une batte de baseball chez lui, hein, ça c'est clair, c'est un sport national. J'ai ma batte de baseball. À un moment donné, j'ai eu ma batte de baseball sous mon lit. Et effectivement, là, j'aurais frappé. Là, j'aurais massacré la personne, enfin, j'aurais menacé la personne en disant « Tu ne touches pas à mon intégrité physique. » Et là, j'étais prêt à démolir la personne si la personne s'approchait de moi. Et je pense qu'elle ne l'aurait pas fait parce que là, je suis extrêmement déterminé. Ce qui est bien, c'est que cet état d'esprit que vous avez vous permet justement de participer à libérer l'info et de recevoir des gens très différents et de collaborer avec des gens très différents. Quand on voit Chloé Famry, Amélie Paul ou Salim Laibi, c'est assez amusant finalement ces complémentarités de 4 personnalités très différentes. Oui, et
et il y a quelque chose de magique dans cette équipe. Dans la première équipe, il y avait Chloé Salim Laibi, il y avait aussi Sophie Meulemans qui était d'initiative citoyenne, il y avait Emma Cruzy aussi, et qu'est-ce qu'il y avait encore et Tal Chaler. Ah oui, Il y avait Tal Chaler. Quand on se rappelle les imitations. Les imitations et les déguisements. Il était un peu lourd de temps en temps, mais bon, voilà, c'était Tal, hein, mais j'ai beaucoup de respect pour lui et beaucoup de gratitude parce que c'est un vieux de la vieille, lui. Oui, bien sûr, il est encore beaucoup plus âgé que moi et c'est quelqu'un qui a quand même tenu le cap pendant des années et des années. Mais ce qui est magique dans ce groupe, et ça l'est encore, peut-être un petit peu moins, mais le groupe de l'info en question, ce qui était magique, c'est que nous avons pris toutes nos décisions au consensus. Et même si nous n'avons pas toujours les mêmes opinions sur tous les sujets qu'on traite, il y a un énorme respect entre nous. Et on n'a jamais eu la moindre dissension. Et donc, pour les invités, s'il y a, là maintenant on n'est plus que 4, s'il y a un de nous 4 qui dit « Ah non, celui-là, je ne veux pas qu'on l'invite pour telle et telle raison. » Et alors, ce n'est jamais parce que je ne l'aime pas. Hein, ça, c'est vraiment la pire raison et qui serait d'ailleurs non acceptée dans notre groupe. C'est simplement, voilà, les positions qu'il défend ne sont pas cohérentes. Ou alors, on l'invite pour le challenger et pour lui dire, explique-toi là, parce que nous, on ne comprend pas tes positions. Mais on essaye toujours d'avoir des gens qui donnent un élargissement de perspective, même si on ne partage pas nécessairement leur vision. Au mois de septembre, donc là, au mois de fin septembre, nous allons inviter Pierre Hilard. Oui. On l'a reçu aussi. Que vous avez reçu aussi. Oui. Hein. Pierre Hilard, j'aime beaucoup son travail d'analyse politique et d'analyse historique. Quand il prend des positions plus connotées, catho, etc., je le laisse parler, je dirais, mais je ne vais pas m'embarquer dans une discussion là-dessus avec lui parce que j'ai pris mes distances par rapport à l'Église catholique depuis très longtemps, alors que j'ai été très engagé dans l'Église catholique. J'ai été enfant de chœur, j'étais organiste de paroisse, j'étais responsable de la paroisse étudiante à Namur, j'ai dirigé les chants à une des paroisses de Namur, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, pendant une dizaine d'années, et puis quand j'ai pris conscience de la réalité de l'Église institutionnelle, je veux dire, j'ai pris mes distances en disant je remercie l'Église de tout le cheminement qu'elle m'a permis de faire. Donc je ne suis pas fâché avec l'Église, c'est ça, et avec la foi chrétienne, au contraire. Mais je continue mon chemin sans avoir besoin de la barque de l'Église. Hein. Une barque, ça sert d'aller d'un rivage à l'autre. J'ai débarqué et je continue mon chemin à pied, quoi. Mais par contre, les valeurs évangéliques, telles que je les ai comprises, elles sont universelles et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et si j'avais été élevé dans la religion coranique, en fait, je me rends compte que... c'est la même chose. Oui, c'est ça. Les grands mystiques des différentes religions se sont toujours rejoints. Bien sûr. Ce sont les religions qui se sont tapées on revient sur les autres. Quoi. On revient dans la maxime divisée pour mieux régner. Mais est-ce que c'est pas aussi de manière bienveillante? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense, par exemple, quand on parle de société pyramidale, beaucoup ont des problèmes avec ça. Non, il faut que ce soit horizontal. Moi, j'ai pas de problème. Ça dépend qui est en haut de cette pyramide. Exact. Vous voyez? Donc peut-être qu'en haut de la pyramide, il veut diviser, mais c'est justement pour mieux régner, c'est-à-dire qu'il a une connaissance que nous n'avons pas de nous-mêmes et qui, à travers cette division, va faire régner l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais de qui parles-tu? Mais de n'importe quelle spiritualité ou entité religieuse, en fait. Le problème de l'entité religieuse, c'est il n'y a plus de sagesse. Il n'y a plus de sagesse. C'est devenu une espèce d'élément de gestion du bétail et de l'être humain. Voilà, il n'y a pas de sagesse derrière. Donc c'est là où est tout le problème. Et effectivement, nous on a reçu Pierre Hilard. Je suis pareil que vous, moi. J'ai rien à redire sur ses analyses historiques, sur les documents qu'il va nous chercher. Il va toujours nous chercher un petit truc aux petits oignons. Il fait très bien son travail. Oui. Mais ça, métaphysiquement, je trouve que c'est faible. Voilà. Et j'ai le droit de le penser, n'est-ce pas? Tout à fait.
C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de Libérer l'info, on peut dire qu'on a reçu tous les membres de Ah bah Libérer non, l'info on- à ce micro. Ça, c'est bien. Ça, on peut C'est checker. vrai Ah oui. ouais. On a Ouais. même reçu... Thierry Casasnovas Ah aussi. Ah non, pas encore. Lui, non, non. On a reçu 2 fois Salim, Oui. et 2 fois Amélie, et 1 fois Chloé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ben Maintenant, voilà, il manquait Jean-Jacques Il manquait Lefcoeur. Jacques Voilà. Lefcoeur, voilà. Maintenant, Mais- on arrête, on ferme Artemus. Mais On a atteint le... C'était un peu le truc. C'était non, un peu non, le non, truc. il y a encore Thierry Casasnovas aussi qu'il faut absolument Tout que à fait. vous l'invitiez. Hein. Tout à Bah, fait. avec grand plaisir. Ouais. Et Tal Ah, mais Tal, on l'avait... Non, on l'a pas reçu. Ah, on l'avait parlé. Oui, c'est On vrai. avait voulu. On a passé du temps avec lui, mais Mais- on n'a pas fait de podcast. Mais d'après ce que je sais, maintenant, Tal ne vit plus en France. Hein. Il est à Madagascar. Ah, il est installé définitivement Ouais, là. ouais, ouais. Bah, ça me permet de vous poser la question. Vous qui étiez en Belgique, maintenant que vous avez migré au Au Canada, Québec, au Québec, hein, plus précisément, quand on voit, et quand j'ai des retours, parce que moi j'ai aussi pas mal d'amis qui vivent sur place, ça a été un carnage quand même. Il y a eu Oui. le Covid a été vraiment dévastateur, je trouve, pour... Mhm. on voyait vraiment comme un espèce d'Eldorado, en fait, le Canada et le Québec, c'était vraiment... Là, on va vous laisser tranquille, mais en fait, pas du tout. Mhm. Et vous continuez à y rester, à défendre vos positions depuis ce territoire, j'ai envie de dire. Comment vous le vivez ? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire à un moment, si retourne dans des dérives totalitaires, ça risque d'être encore plus chaotique. Donc, comment vous le vivez ? Est-ce que vous êtes en paix avec ça ? Est-ce que vous vous dites pas, bon, à un moment, il faudrait peut-être que je quitte ce territoire avant La que ça question, parte. c'est pourquoi rester au Québec. Pourquoi rester Ouais. au Québec ? Pourquoi rester au Québec Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, je ne vous cache pas que de temps en temps, je me pose la question en disant, est-ce que je pars ou est-ce que je reste ? Hein ? Parce que, voilà, bon, j'ai 2 de mes 3 filles vivent au Québec. Il y a une de mes filles qui est restée en Belgique, donc elle vit ici en Belgique. Parce que quand je me suis séparé de ma première femme, elle est restée en Belgique, moi je suis parti au Québec à ce moment-là. Et donc il a fallu que les filles choisissent entre le Québec et la Belgique, parce que c'était pas une semaine chez papa, une semaine chez maman. Ça aurait coûté extrêmement cher un billet d'avion. Et donc j'ai 2 de mes filles qui sont au Québec. Elles sont en couple, enfin mes 3 filles sont en couple. Et donc elles sont en couple avec des Québécois, les deux qui sont au Canada, au Québec. Et quand j'écoute mes gendres qui me disent, et pourtant eux ils ne sont pas complotistes entre guillemets, ils me tolèrent, mais ils ont trouvé, surtout au début, ils ont trouvé que j'exagérais. Là maintenant, ils se sont rendus compte que finalement, j'étais pas si loin de la vérité, sauf que je l'ai dit un peu trop tôt à leur goût. Mais quand je les entends me dire je suis triste de voir ce qu'ils ont fait de mon pays, parce que eux ils sont nés là-bas, et ils sont d'une tristesse, et il y a beaucoup de Québécois qui ont une tristesse profonde de la manière dont la société a évolué au Québec. Et surtout au Québec, hein, parce que le Québec, ce n'est qu'une des 11 provinces du Canada. Le Canada étant un État fédéral, donc on a un gouvernement, c'est un peu comme la Belgique, hein, il y a un gouvernement par province et puis un gouvernement fédéral. Oui. Donc on dépend de 2 gouvernements. Mais le gouvernement provincial, avec à la tête de ce gouvernement François Legault, a été mais horrible avec la population. Les dépenses que le gouvernement québécois a fait en matière de propagande dans les médias mainstream par tête d'habitant est infiniment plus élevée que les dépenses de n'importe quelle autre province. Donc vraiment, les manœuvres d'ingénierie sociale et de propagande ont été infiniment plus violentes au Québec qu'ailleurs. La mortalité est la plus élevée au Québec par rapport au reste des provinces canadiennes. Et lors de la première vague, entre guillemets, sur 8500 morts, donc nous sommes en fait au Québec 8 500 000, hein, donc, dont 5 500 000 francophones, et puis 2,5 millions d'anglophones, et puis un demi-million d'allophones, donc autres langues que l'anglais et le français. Sur 8500 morts dans la première vague, 8000 personnes ont été assassinées dans ce qu'on appelle les CHSLD, donc c'est les centres hospitaliers de soins de longue durée, donc l'équivalent des EHPAD français. Ou des homes en Belgique. Ou des homes pour personnes âgées en Belgique, qui dépendent du gouvernement. 8000 sur 8500
ont été assassinés à coup de l'équivalent du Rivotril. On a arrêté la vitamine D dans les homes pour personnes âgées du jour au lendemain. Et on a demandé à l'armée de venir intervenir dans les CHSLD. Pourquoi est-ce que... Donc c'était des militaires qui s'occupaient des vieilles personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est violent. C'était extrêmement violent. Hein. Et alors, c'était sous prétexte, entre guillemets, que le personnel soignant habituel était débordé. Ce n'est pas vrai, parce que moi, j'ai recueilli, évidemment, en tant que lanceur d'alerte, et à l'époque, j'étais le lanceur d'alerte le plus visible. J'ai fait, dans les 6 premiers mois de la crise Covid, j'ai fait 13,5 millions de vues sur YouTube et 20 millions de vues sur Facebook. Oui. Et donc, du coup, les gens me donnaient de l'information, des gens qui travaillaient dans les CHSLD, et en disant, mais c'est un massacre. Des soignants qui trouvaient dans les poubelles des chambres les emballages des seringues qui avaient été donnés à ces personnes pour les tuer, pour faire croire à la réalité d'une pandémie. Oui. C'est ça qui s'est passé. On a assassiné 8000 vieux sur les 8500. Et donc, et c'est pour ça qu'on a confiné complètement le Québec. Et dernière chose, j'ai été contacté aussi par quelqu'un qui est une des sommités mondiales en matière de nanotechnologie. C'est une femme qui a un PhD, donc un doctorat en sciences, spécialisée en nanotechnologie, qui m'a contacté de façon secrète avec des protocoles complètement sécurisés. On s'est rencontrés dans un parc sans aucun téléphone, etc. Enfin bon, c'était vraiment digne d'un film. Digne d'un film. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé parce qu'elle était la responsable en chef d'un département à Santé Canada. Et Santé Canada, c'est le ministère de la Santé du Canada. Hein, ça s'appelle Santé Canada, mais c'est le ministère de la Santé. Et elle m'a dit, au début du Covid, dans les réunions internes que nous avions au plus haut niveau, parce qu'elle faisait partie des cadres supérieurs, c'est un général de l'armée qui est arrivé et qui a commencé à animer toutes les réunions stratégiques de gestion de la crise Covid. Donc, en fait, les responsables de santé publique au Canada recevaient leurs ordres et leurs indications de la part d'un général en uniforme qui leur disait « vous allez travailler avec tel produit, vous allez travailler avec tel laboratoire, ce laboratoire-là, on ne le veut pas, vous allez faire ceci, vous allez faire ça, etc. » C'est ça qui s'est passé au Canada. C'est une prise en main de la santé par l'armée. Au Canada ou au Québec? Non, au Canada. Au Canada, d'accord. Non, là je parle de Santé Canada. Et donc cette femme qui m'a contacté et que j'ai interviewée pendant des heures a fini par être mise sur une voie de garage, alors que c'était elle qui était, quand elle s'est rendue compte qu'il allait y avoir des gels nanotechnologiques dans les injections, soi-disant vaccins, elle est montée au créneau en disant waouh, attendons, les gels nanotechnologiques sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique. C'est capable de rentrer dans n'importe quelle cellule parce que c'est tellement petit que ça peut passer entre les membranes cellulaires, etc. Elle s'est fait mettre sur une voie de garage. On lui a demandé d'étudier la dangerosité ou la sécurité des couches pour bébés, je vous jure. Alors qu'on était en pleine crise Covid, là, on lui a demandé de s'occuper de la sécurité des couches bébés. Tout à coup, c'était devenu la priorité numéro 1 pour la spécialiste mondiale des nanotechnologies. Et puis, elle a subi un mobbing, du harcèlement. Elle a pris 1 an de congé et puis après, elle a démissionné parce que c'est ça qu'on voulait, quoi. Et donc, c'est pour toutes ces jolies histoires que vous venez de nous raconter que vous restez au Québec. Ouais. Mais non, on a compris que c'était d'ordre familial, en fait.
c'est même pas c'est même pas par rapport à mes filles. Je suis désolé de le dire, mais bon, parce que j'ai une fille en plus qui vit en Belgique, donc avec qui j'ai des relations à distance, et je pourrais très bien envisager d'avoir des relations à distance aussi avec mes autres filles. Surtout que pendant plusieurs années, j'étais à un coin du Québec et elles étaient à 800 km de chez moi. Donc de toute façon, c'était déjà un petit peu distant. Mais ma réalité aujourd'hui, c'est que depuis 2020, je me sens enfin adopté par la population québécoise de souche. Ah, d'accord. Oui. C'est marrant, hein, Oui, parce oui. qu'en 2009, je me suis battu pour protéger la population. Je me suis fait conspuer par les Québécois qui me prenaient pour un Français. Et les Quelle Québécois ont... L'insulte absolue. Ah oui, non, mais les Québécois ont encore une dent contre les Français, Oui, alors fait. que ça fait plus de 3 siècles que le Ça reste. temps- Hein. On s'en souvient. non, on s'en mais souvient. Contre les oui. maudits français. Vous avez un maudit français, exactement. Et j'ai eu, en 2009, 32 menaces de mort venant de Québécois qui me disaient « On va venir te faire la peau parce qu'à cause de toi, il va y avoir des millions de morts parce que tu empêches les gens d'aller se faire vacciner, etc. » En 2020, comme là, les gens ont appris à me connaître parce que là, ils m'ont vu, alors qu'en 2009, moi, c'était juste des courriels. Donc, et ils m'ont vu à la télévision, c'est tout, mais ils me prenaient pour un Français. Même les journalistes, parfois, disaient Jean-Claude Crèvecoeur, célèbre médecin homéopathe français. Donc, ils avaient tout Rien à faux, voir. parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas homéopathe, je ne suis pas français, et je ne et pas m'appelle pas Claude. Jean-Claude. Mais bon, ça, c'est le niveau du journalisme québécois. Mais en 2020, et j'ai participé à beaucoup de manifestations, les centaines et les centaines de personnes qui sont venues m'embrasser pour me dire merci Jean-Jacques. Et là, j'ai commencé à me sentir À la maison. adopté. Oui. Voilà. Et j'ai commencé à me sentir vraiment dans mon pays. C'est drôle, hein, parce que 2004-2020, il m'a fallu 16 ans pour me sentir appartenir à ce territoire. Donc je ne veux pas lâcher ce territoire. Je ne veux pas Non. lâcher la population. Un bon côté du Covid. Comment ? Un bon côté du Covid-19. Mais il y a eu plein de bons côtés Oui, du Covid. oui, bien sûr, bien sûr. Moi, tous les gens exceptionnels que j'ai rencontrés depuis 2020, que ce soit des gens que j'aurais jamais espéré rencontrer dans ma vie. Ariane Billeran, Astrid Qu'on a Stuckelberg. reçu aussi. C'est aussi. Voilà, Astrid Stuckelberger, même Salim Laibi, Emma Cruzy, etc. Enfin, Philippe Bobola, Philippe Guimand. Enfin bon, il y en a plein. Je pourrais vous en citer plein de gens exceptionnels ou des gens que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais rencontrés. Des gens comme Karl Zero, des gens comme Senta de Peut, que je connaissais parce que je lisais ses articles, mais que je n'avais jamais rencontrés. Je profite d'ailleurs de mon passage en Belgique pour passer une soirée avec elle et ma femme, parce que Senta, c'est vraiment une femme que j'ai découverte au moment du Covid. Donc oui, c'est le bon côté du Covid. Et là, moi, je me sens appartenir au peuple québécois maintenant. Et je dirais que c'est par fidélité à la population québécoise que je dis, je ne vais pas les laisser tomber, même si effectivement, et de toute façon, vous connaissez un pays qui soit idéal aujourd'hui pour aller émigrer ? Le Botswana. Non, je dis ça comme ça. Hein ? Même le Bhoutan. Oui. J'ai une très bonne amie qui a des très bonnes relations avec le Bhoutan parce qu'elle a adopté 3 enfants venant du Bhoutan. Vous voyez où c'est le Bhoutan, hein ? C'est dans un coin de l'Himalaya, là. Même le Bhoutan a mis en place une le campagne. Pays du bonheur. Ah oui, c'était le PIB. Hein, Ouais, le PIB. Voilà. Le Mais bonheur même intérieur le Bhoutan, brut. ils ont mis une campagne de vaccination extrêmement coercitive pour leur population. Bon sang, mais ils vivent à 5000 mètres d'altitude. De toute façon... Et le virus va très haut. Quand on est assis, on risque rien. Et plus on monte, plus il est dangereux. Donc à 5000 c'était mètres. ça. C'était Très ça le problème. dangereux. Faut être, Mais peut-être tant mieux, on ne peut pas nous échapper Non, c'est vrai qu'à un moment, il faut- devant le combat, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Je crois que c'est Hegel qui disait, j'ai quelques références philosophiques comme ça de temps en temps, Hegel c'est qui toujours disait, chic de placer Hegel. ouais, c'est ça, hein, ouais, Hegel. Mais mon préféré c'est Nietzsche quand même et Socrate, pour des raisons totalement différentes. Mais Hegel disait, à un moment donné de notre vie, il y a un tu-dois auquel on ne peut se soustraire. Mhm.
Ben, moi, en fait, ça ne m'amuse pas d'être lanceur d'alerte depuis 4 ans et demi. Franchement, ça ne m'amuse pas. Moi, je préfère continuer à enseigner aux gens comment vivre une vie autonome, consciente et responsable. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Mais quand je vois que l'intégrité des gens est en danger, que les libertés fondamentales sont mises en danger, je ne peux pas me soustraire à la nécessité de dire, OK, si je peux faire avancer le schmilblick dans un sens de respecter l'intégrité morale, physique, psychologique, spirituelle de la population, eh ben j'y vais, même si ça m'emmerde. Parce que ça m'emmerde de faire ce que je fais depuis 4 ans et demi. Mais je le fais. Et en conclusion, là on est presque à l'automne 2024, vous voyez la suite comment? Vous disiez tout à l'heure, moi je fais ce que j'ai à faire, les gens réagissent ou pas, c'est pas mon problème, moi je vais au bout de ma démonstration à moi. On entend c'est le grand réveil, ou bien il y a trop d'endormis, on entend plein de choses. Vous voyez comment la suite? Vous considérez comment ces populations, ces masses, ces choses, vous voyez vraiment une différence? Vous pensez que ça va être différent? Comment vous appréhendez tout ça? La boule de cristal. Ouais, non. En fait, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'on a tous et toutes une vision distordue de la réalité. On y revient. C'est-à-dire que quand on est dans nos propres milieux, on se dit ça bouge, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients. Oui, mais ça représente combien de pourcents? Et moi, je rappelle toujours, parce que je dis à mes interlocuteurs qui me disent « oui, mais tu sais, ça bouge, les consciences évoluent, il y a de plus en plus de personnes qui ont compris ce qui se passe, etc. » Bon, on va le voir avec la variole du singe ou avec une prochaine grippe aviaire qui vont nous flanquer dans les pattes. Je ne sais pas, on va voir s'il va y avoir un mouvement de population de nouveau vers les centres de vaccination ou pas, je n'en sais rien. Et si les gens vont accepter à nouveau, comme en France ou au Portugal, de remplir une auto-attestation de sortie, etc. Bon, ce genre de conneries. Mais je dirais que moi, ce que je dis de faire comme exercice à ce moment-là, et au Québec, c'est très facile à comprendre, il suffit d'aller un dimanche après-midi dans un centre commercial et de s'asseoir et de regarder les gens qui sont dans le centre commercial. En fait, ils ne viennent pas pour acheter, ils viennent juste pour passer le temps. Et c'est des familles entières qui vont d'un magasin à l'autre, comme ça. Hein, ça remplace la messe du dimanche. Hein, voilà. Et quand on regarde et qu'on essaye de sentir le niveau de conscience de cette population, on se dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, vraiment. Non, mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. En tout cas, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis tout le temps obsédé par qu'est-ce que je pourrais faire qui est le plus utile pour les gens. Alors, depuis 1 an, j'ai décidé de m'adresser uniquement à ceux qui ont compris. C'est-à-dire, j'ai un peu délaissé ceux qui n'avaient pas compris, entre guillemets. Et mon travail depuis 1 an, ça a été de soutenir moralement et spirituellement les gens qui ont compris, mais qui se sentent encore seuls, qui se sentent isolés, qui se sentent ostracisés par leur famille, etc. Voilà, bon. Mais à partir de ce mois de septembre, octobre, je vais mettre en place des projets qui vont s'adresser davantage au grand public, le public mainstream, à travers des productions de l'entertainment. Donc j'ai des projets avec... faire du mainstream, faire comment dirais-je, du culturel en fait. Oui, c'est ça. Faire du mainstream, utiliser En fait, j'ai été approché par un groupe de gens qui ont travaillé à Hollywood comme animateurs de dessins animés et ils sont français d'origine, mais ils travaillent à Hollywood depuis 30 ans, 35 ans. Et ils m'ont tous suivi pendant la crise. Et ils m'ont contacté en disant « Hey, Jean-Jacques, si un jour tu veux faire des petites capsules de dessins animés, ou des petites capsules humoristiques dans le style des Simpsons ou des trucs comme ça, ben nous, on est là pour toi, quoi. Et donc ça, c'est les choses que je suis en train de mettre en place, c'est de me dire, ok, il y a peut-être
une façon de faire de la réinformation, mais en s'introduisant dans le entertainment, donc dans l'industrie du divertissement. Comme le fait Hollywood. Oui, comme l'a fait Hollywood, c'est exactement mais en faisant Oui, bien de entendu. la réinformation. C'est une excellente idée. Utiliser les armes de l'ennemi. Voilà, c'est ça. Donc, alors, est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Et ça, ce sera peut-être ma conclusion. C'est que le jour de ma mort, alors je ne sais pas quand ça va venir, mais le jour de ma mort, je sais que j'aurais fait tout ce qui était sous mon contrôle, tout ce qui était en mon pouvoir, pour essayer de faire respecter l'intégrité des individus sur tous les plans. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je n'aurais pas perdu mon âme dans le combat. Voilà. Je crois que c'est une excellente conclusion. Merci encore d'avoir accepté cet entretien avec nous. Avec grand plaisir. Et nous vous souhaitons une très longue vie encore pour pouvoir mettre tous ces projets en route. Et merci. Merci à vous de m'avoir reçu.